Alors, effectivement, alors tout l'enjeu de la coopération, en tout cas de la coopération structurée telle que je vous la propose, justement parce que vous l'avez souligné, le travail en groupe, laisser les élèves s'organiser lors des travaux de groupe, on risque de passer à côté, enfin pour certains élèves, ils risquent de passer à côté et donc qu'ils ne vont pas suffisamment profiter. Et donc la paire de lunettes que je vous propose d'adopter dans cette coopération structurée, c'est de s'intéresser à ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant-enseignante pour faire en sorte que ça soit plus facile pour les élèves de participer aux interactions. Donc on va effectivement avoir tous les principes pour organiser l'activité. Et en plus, en prenant en compte le statut parmi les pairs, c'est-à-dire que parfois, on va avoir, notamment dans toute la question du climat qu'on a peu développé, on va avoir un regard particulier pour certains élèves, en se disant comment ces élèves-là, j'arrive à les embarquer dans les interactions. Donc oui. Et c'est pour ça que je parle de coopération structurée. Et en fait, la structure, ça va être vraiment ce qui va nous animer sur cette école d'hiver, avec l'idée que pour que cette coopération soit efficace, on a l'enseignant qui agit, qui planifie, qui organise, qui orchestre, on verra jeudi. Donc oui. On peut aussi éventuellement dire que la question de... là, hier, on a vécu une situation où on a vu que même... Donc nous, on se calque sur... On a un public de jeunes, d'accord? Mais en fin de compte, nous étant aussi à nos âges, en fait, on s'est rendu compte qu'on peut... Attendez, il faut que ce qu'on propose là, on le calque à un certain public, mais on peut aussi le calquer à un public d'adultes. Et finalement, un public d'adultes va avoir un système cognitif qui est peut-être plus amorcé et qui va venir faire jaillir des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Nous, on a vécu des situations hier, ce qui montre bien qu'en tant qu'enseignant, il y a vraiment une nécessité de faire d'avoir des papiers calques et de pouvoir imaginer toutes les situations possibles, d'avoir une vraie... de s'être préparé, d'avoir une vraie préparation en fait. Cette structure, elle doit pouvoir se calquer avec plein de paysages différents en fait. Alors, elle doit pouvoir se calquer, mais aussi c'est au fur et à mesure qu'on met en place, qu'on prend des informations, qu'on se rend compte lorsqu'on crée un climat qui permet de pouvoir avoir des retours aussi, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant et c'est pour ça qu'on vous a proposé beaucoup d'ateliers, de le vivre en tant que participant, participante et de voir ce que ça génère chez nous, mais aussi chez les personnes autour. C'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement précieux quand il y a des choses qui vous chiffonnent, sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, de pouvoir en rendre compte. Parce que ça veut dire que ça nous informe, nous tous et toutes, que si nous, en tant qu'enseignants adultes, plutôt à l'aise, puis en plus, vous n'êtes pas, j'allais dire, on a la crème de la crème quand même ici, les gens qui viennent aux écoles d'hiver pendant leurs vacances, d'accord, et qui ne sont même pas à leur première école, qui viennent de super loin. Donc, si nous, il y a des choses qui nous questionnent, imaginez les élèves. Donc ça, pour moi, c'est vraiment super important qu'en formation, ils puissent avoir des retours. Et moi, je vous avoue que la manière dont je construis mes formations, c'est réellement en fonction de ce que j'ai vécu. Et il y a des choses que j'ai vécues en formation quand je suis allée me former aux États-Unis. Par exemple, la classe puzzle, vous savez, le truc dont tout le monde parle. Moi, pour l'avoir vécu aux États-Unis, sur la base de références que je ne comprenais absolument pas du tout, moi l'histoire des Acadiens je ne la connais pas, ou d'un film dont j'ai rien compris sur les Mormons, en tant qu'experte j'étais pas hyper bien, seul non anglophone du groupe, à devoir expliquer ma partie. Et ça, c'est des choses qui ont conditionné après ce que je pense de la responsabilisation quand on n'est pas en mesure de pouvoir faire les choses, le stress que ça génère. D'accord ? Le fait de, très souvent, les formations que moi j'ai suivies, le formateur, la formatrice lève la main, instantanément, on doit s'arrêter de parler. Moi, je l'ai vécu super frustrant. Je suis en train d'écouter quelqu'un qui me parle, on s'arrête, on dit vous reprendrez après. C'est faux. On ne reprend jamais la discussion parce qu'on est pris ailleurs. Jusqu'au jour où j'ai vu Jim Wooden qui introduit ce petit outil à géométrie variable. Je dis oh, ça c'est bien. Donc en fait, tout ce que nous, on vit, ça peut nous permettre de réfléchir comment les élèves peuvent le vivre.
Après, peut-être que je profite pour faire une petite parenthèse. Pour moi, ce que je vous propose, je le réfléchis dans le cadre d'apprentissage scolaire. Je ne suis pas sûre qu'en tant qu'adulte, sur d'autres types d'engagement collectif, notamment quand on est au service d'un projet, d'une action collective, je réfléchirais les choses de la même manière. On est vraiment en termes d'apprentissage et pour soutenir l'apprentissage de tous. Par exemple, pour nous qui avons des BTS, oui. On reste dans un cadre scolaire, oui. mais c'est quand même un public de jeunes adultes qui n'auront pas... la tempérance n'est pas forcément habitée de la même manière dans une même journée, ou, enfin bref, suivant la personnalité de chacun. Et donc, je trouvais qu'hier, nous, les exemples qu'on a eus, c'est des choses qu'on aurait pu vivre, moi, que j'aurais pu vivre en classe avec le public que j'ai. D'accord. Et ça me permet de souligner, effectivement, je ne l'ai pas dit parce que j'ai passé 1 ou 2 diapos pour qu'on puisse terminer à temps, mais ce qu'on vous propose comme principe, ce sont des choses qui ont été testées dans différents contextes, de l'équivalent petite section jusqu'à l'université, et effectivement, ce sont ces principes communs. Par contre, pour moi, et c'est l'intérêt des ateliers, c'est que ce dont on discute, ce sont des principes théoriques. Moi, en tête, j'ai le principe. La manière de le mettre en œuvre dans vos contextes, ça, c'est votre expertise professionnelle, en échange avec les pairs, où vous pouvez avancer. Moi, je dis toujours en formation, je ne pourrai jamais répondre à une question, est-ce que je dois, est-ce qu'il faut? J'ai le principe théorique. Ensuite, la manière dont vous allez le décliner, ça va dépendre de là où vous êtes à l'aise, des élèves que vous avez, de la dynamique de votre classe, de ce que vous enseignez. Donc, je vais toujours revenir au principe, en disant, ce principe, c'est là, comment je vais pouvoir le décliner et en fonction de l'âge des élèves. On va y revenir tout à l'heure, quand je vais préciser certains principes. En petite section, ça ne sert à rien de faire certaines choses qui sont particulièrement utiles avec des adultes. D'accord ? Donc, la déclinaison, la coloration, ça peut dépendre effectivement de notre contexte, mais les principes théoriques sont des principes qui restent valables pour l'ensemble des apprenants. Alors, on embarque maintenant sur la question des mini-structures. Alors, en fait, je ne vais pas être très originale, on va continuer à parler de principes de structuration. D'accord ? Vous avez compris que, voilà, on va être structuré jusqu'au bout. Et ensuite, on ira voir des étapes de mise en œuvre, et pareil, ça sera décliné dans des ateliers. Donc, ce qu'on a vu hier, je vous fais un petit résumé. On vise des interactions constructives, on a des principes pour organiser les interactions, des principes pour préparer les élèves à coopérer, et dans les recherches, on voit qu'on a un certain nombre de résultats positifs. OK, donc c'est un outil qui est intéressant. Si on regarde les enseignants, comment ils se situent, vous ne pouvez pas lire, mais je vais vous donner les sous-titres. Globalement, on voit que dans les enquêtes, ils ont une posture assez, il et elle, ont une posture assez alignée. Si on regarde, sur une échelle de 1 à 7, ils valorisent autour de 6, à la fois la coopération pour les résultats scolaires et pour la qualité des relations. OK, donc c'est relativement compatible, sauf que quand moi, alors peut-être dans vos contextes c'est différent, moi dans mes contextes, quand je vais observer dans les classes, je vois peu de mise en œuvre de coopération et encore moins de coopération structurée. Et ça, au bout de 20 ans d'avoir formé les enseignants-enseignantes avec ces principes de pédagogie coopérative, j'ai commencé sérieusement à me demander ce que j'étais en train de faire. En me disant, si on a un outil qui, sur le papier, est assez chouette, quand on le teste dans des contextes assez neutres, ça fonctionne bien sur des recherches, mais que dans les classes, on ne le met pas en place, on a quand même un sacré décalage. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Donc c'est moi ce qui m'a amené effectivement à vraiment me questionner, mais déjà pourquoi ça résiste autant, puisqu'on a des résultats, on a des enseignants qui sont plutôt orientés vers la coopération, mais quand même ça résiste. S'il vous plaît. Est-ce que les enseignants que vous allez voir ont l'impression en fait, de faire de la coopération, mais qu'en fait ça n'en est pas en vrai? Alors, même quand on leur demande, on leur avait demandé donc sur plus de 250 enseignants au niveau premier degré,
en Suisse, mes premiers degrés, de leur dire quelles étaient les modalités qu'ils mettaient en place, le travail de groupe coopératif, donc sans la définition avec toute l'armada de structuration, arrive en 6e position sur 7. Et on est au primaire, hein. On n'est pas en secondaire, parce que alors en plus, moi dans mes contextes, secondaire en Suisse, il y a une première orientation fin de primaire, une deuxième fin de équivalent collège, donc on est sur un système assez élitiste. Oui, je l'ai dit. Aïe. De quoi ? Juste, comment vous expliquer que finalement, les enseignants ont les outils, les connaissent, ils ont envie de faire, mais que finalement... Je vais vous donner quelques... Ça m'a quand même un peu questionné. Alors, merci. Alors déjà, comment j'y réponds ? Comme ça. OK ? Parce que, en fait, ouais, c'est mignon, ça. Et alors, en principe, ce que j'aime bien, c'est... En plus, je ne l'ai pas fait parce que je vous ai regardé, vous, c'est... Quand on fait ça, c'est... Ah, et quand même. OK. C'est un bout de réponse. D'accord ? Vos têtes sont un bout de réponse parce qu'on dit ah oui, mais en fait c'est quand même un peu compliqué parce que chaque principe il faut aller se questionner sur comment on va le mettre en place. En plus elle vient nous dire elle connaît les principes théoriques mais pas les mises en œuvre concrètes, c'est à moi de les réfléchir. Ah ouais, ok. Donc c'est déjà pour moi une première évidence, c'est complexe. Il y a des défis, ça prend du temps, c'est exigeant et en plus il y a des tensions. Donc tout ça, ça permet de comprendre qu'on a une mise en œuvre marginale. Et, ah oui, je vous l'ai fait comment ? Et je vais vous revenir après, on voit que c'est exigeant, que ça prend du temps, que voilà, il y a tout un temps, des difficultés pratiques, de mise en œuvre pratique qui peuvent venir expliquer ça. Mais aussi la question que nous on s'est posée, et c'est par celle-là que je commence, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de valeur ? C'est-à-dire que si on regarde la littérature sur les valeurs, je vous prends le modèle de Schwartz. Je ne suis pas sûre que mon verre soit particulièrement intéressant pour le fond de la salle, mais vous avez un cadran avec 4 grandes valeurs, conservation, dépassement de soi, ouverture au changement, affirmation de soi. Et quand les valeurs sont sur un cadran opposé, c'est qu'elles sont incompatibles. Le dépassement de soi, pareil, je ne suis pas sûre que la traduction française soit formidable. En fait, c'est self-transcendence. Ce sont des valeurs orientées vers l'universalisme, vers la bienveillance. Ce sont des valeurs qui vont venir soutenir l'apprentissage coopératif. Elles sont opposées aux valeurs d'affirmation de soi, donc de pouvoir, de réussite. Sauf que dans nos sociétés, on est sur des valeurs d'affirmation de soi. Que ça soit notre société individuelle, compétitive, occidentale, ou que ça soit notre système éducatif, avec des notes, une orientation, une sélection, Parcoursup, ça ne fait pas que du bien. Donc, on se dit, tiens, on a quand même aussi des tensions. Et nous, on a commencé à réfléchir là-dessus en disant, est-ce que ça peut, en plus des difficultés pratiques, venir bloquer ? Donc, on s'est dit, quelles sont les valeurs des enseignants-enseignantes ? Pareil, comme pour la valorisation de la coopération, ils sont plutôt alignés à la coopération. Si on regarde, vous avez les valeurs universalisme, bienveillance, ouverture, conservation, affirmation de soi. Donc, au niveau des valeurs des enseignants-enseignantes, c'est plutôt OK. Ce n'est pas là trop que ça va bloquer. Par contre, on a tout un ensemble de recherches qui montrent que le moindre petit grain de sable, la moindre petite consigne, le moindre chose sur lequel vous rajoutez même de la comparaison, ça suffit, ou la possibilité de se comparer, on a des élèves qui vont devenir extrêmement compétitifs. Est-ce que certains d'entre vous utilisent les caouts ? Je voudrais savoir qui a eu l'idée de mettre de la musique, un temps et le nom des élèves. Dans les caouts, c'est des quiz et régulièrement, dans les caouts, il y a de la musique qui stresse un peu. Il y a un temps limite et puis il y a l'affichage des scores. Est-ce qu'on n'est pas en train de détourner un outil qui pourrait être intéressant pour savoir un petit peu où en sont les élèves en l'orientant vers... On met des élèves en difficulté, en stress, on génère de la peur de l'échec, c'est-à-dire la motivation la plus parasitante pour l'apprentissage. Je ferme ma parenthèse.
Et donc, avec des élèves qui sont socialisés dans un contexte compétitif, qui ont pris l'habitude de se comparer et de juger leurs valeurs en comparaison aux autres et dans le regard des autres, tout ce qui apporte de la comparaison ou une possibilité de comparaison, on prend le risque de faire basculer nos élèves sur des comportements compétitifs. Après, si on reparle de notre climat, vos élèves, ils ne savent pas à quel moment ils doivent coopérer, à quel moment ils sont comparés. C'est compliqué en termes de qu'est-ce qui est attendu. S'il vous plaît. Je risque de dire une banalité, mais en quoi un système qui impose des notes, un système qui, en Guyane en tout cas c'est comme ça, utilise encore les diplômes au moment du conseil de classe, c'est un système de valeurs de bienveillance et d'universalisme qui ne crée pas d'autonomie compétition. Alors en fait, si je reviens sur celui qui est un peu plus gros, mon système éducatif, il est sur des valeurs d'affirmation de soi. Donc, après, à un moment donné, pour les enseignants, on passe au vert. Oui, mais du coup, pour moi, c'est justement ces tensions-là dont on va discuter. Ça veut dire que... Alors, il y a aussi une autosélection. Deviens enseignant, ce n'est pas tout le monde qui a envie de devenir enseignant. C'est-à-dire qu'on a déjà des valeurs. Et après, nos missions de formation nous amènent aussi à agir conformément à ces valeurs et effectivement à être plutôt orientés vers de la coopération. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est les résistances. Justement, tout ce qui va venir frotter, qui va empêcher que ces valeurs-là ne se transforment en pratiques coopératives. Mais justement, je pense que, dans ma tête, le départ n'est pas est déjà un système qui... Le système, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'on va... Même les enseignants. Alors, les enseignants, a priori, voilà, dans les enquêtes qu'on a, sont plutôt orientés. Puis le fait, et regardez, vous êtes là, pardon. Mais effectivement, ça ne résiste pas forcément, en tout cas au niveau du système jusqu'au lycée, ça ne résiste pas forcément du côté des enseignants. Ça va résister au niveau des difficultés, pas forcément au niveau des valeurs, et je vais vous faire voir après quelques études. Lors de la CIP 2025, il y a Céline Dournon qui est venue... Parlez plus fort. Lors de la CIP 2025, il y a Céline Dournon qui est venue nous présenter le fait que toute pratique efficace n'était pas forcément équitable. Et elle nous a montré des résultats de travaux qui montraient une résistance aussi au changement quand on partait vers l'équité. En fait, l'équité. Oui, l'équité. C'est-à-dire que quand on présentait à des familles comment dire, aisées, on leur disait on va proposer quelque chose de plus équitable qui va réduire les inégalités et peut-être qui va faire que ça va moins booster vos enfants. Et ils préféraient garder leurs privilèges quelque part et plutôt que d'avoir quelque chose. Alors, déjà, effectivement, dans ce que vous dites, c'est quand on leur présente des pratiques qui sont équitables et peut-être qui vont moins booster leurs élèves. Donc, pour moi, c'est super important d'avoir les deux arguments en tête. La coopération, c'est efficace pour tout le monde et équitable. Première chose. Deuxième chose, je vais le généraliser un peu plus. Donc vous disiez, pour ceux qui n'ont pas entendu, peut-être dans le fond, c'est quand on présente à des parents, notamment des familles aisées, des pratiques qui seraient équitables, il y a un peu d'opposition. Pour moi, ce qui va être intéressant, c'est les travaux aussi qui regardent le lien entre méritocratie et pratique équitable. C'est-à-dire que plus les gens adhèrent à la méritocratie, moins ils sont pour des valeurs, pour des pratiques qui sont équitables. Donc c'est pour ça que pour moi, là, on est en train de se dire qu'est-ce qui résiste dans la pédagogie coopérative, c'est-à-dire l'artillerie lourde, c'est horrible ce que je viens de dire, mais vous avez compris, c'est-à-dire quand on fait de la coopération avec l'ensemble des principes et qu'on y va et qu'on travaille les valeurs et c'est peut-être ça qui résiste, et c'est pour ça qu'une fois qu'on va avoir planté ça comme décor, le petit pas de côté qu'on va faire, c'est de se dire et si on le prend par la tangente, par les mini-structures coopératives, peut-être que ça résiste moins.
peut-être que c'est plus facile à mettre en œuvre et qu'en plus, qu'il y a moins de résistance, y compris pour ces familles-là, y compris pour ses collègues, y compris pour tout un tas, pour les élèves, parce que, hop, on le fait plus doucement. Donc c'est une autre entrée. Ça ne veut pas dire que c'est par celle-là qu'il faut commencer, ça veut pas dire que, mais ça veut dire que c'est une autre modalité qui, dans certains cas, peut être plus sympa. Et donc, si on poursuit cette question sur les valeurs, a priori, ce n'est pas forcément sur les valeurs des enseignants, par contre, sur les valeurs contextuelles. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est dans notre système, dans notre société, où est-ce que ça va venir bloquer? Et ce qu'on s'est amusé à faire, c'est regarder déjà le lien entre les valeurs des enseignants-enseignantes, universalistes de bienveillance, et des variables liées à la coopération, les attitudes, la valorisation, les pratiques. On a pris plein de mesures, je vous les mets tout dans le même pack parce qu'on a exactement les mêmes résultats. Donc on va y aller plus globalement. On voit effectivement qu'on a un lien positif entre ces valeurs des enseignants et la mise en œuvre de quelque chose lié à la coopération. Mais un lien qui est faible, positif mais très faible. Et donc on s'est posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une interférence ici, et que dès que le contexte active ces valeurs d'affirmation de soi, ça efface tout. Et donc, on a fait une série d'études, je vais vous en présenter qu'une, mais je vous dis dans quel contexte on peut le généraliser. Donc, première étape, on demande aux enseignants-enseignantes de remplir un questionnaire sur leurs valeurs. Ensuite, on active des valeurs contextuelles, je vais vous dire comment, et ensuite on mesure l'inclinaison vers la coopération en classe. Pareil, des fois les attitudes, les valorisations de la coopération ou les pratiques rapportées, ou les pratiques planifiées. Et on s'est amusé, dans plein d'études différentes, à aller activer ces valeurs contextuelles à différents niveaux. Premier niveau, une activation indépendante. Question, est-ce que c'est notre société de manière globale? Donc, on mesure leurs valeurs, on leur fait lire un discours d'un prix Nobel de l'économie. Déconnecté de l'école, d'accord, activation indépendante, et... Oui, mais c'est pour ça, on l'a fait à plein de niveaux. Donc, et à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on active des valeurs de pouvoir-réussite, ou pour un tiers d'entre eux, des valeurs de bienveillance, universalisme, ou belle langue de bois. OK. Donc, au niveau indépendant, activation, discours sur l'économie, une activation implicite. Des enseignants, on leur donne des images et on dit vous devez utiliser ces images pour construire un récit narratif qui servira d'exemple à une séance que vous allez donner à des élèves. Bien sûr que nos images, elles ne sont pas neutres. On a pris les images pour une bienveillance, universalisme et pouvoir réussite, des images qui sont utilisées pour mesurer les valeurs des élèves, des enfants. Donc ça a été prétesté dans la littérature. Donc on est en train d'activer, sans leur dire, des valeurs particulières avec les images sur lesquelles ils doivent construire leur récit. Neutre, on a pris n'importe quoi. On l'a fait également avec une activation explicite. Des enseignants-enseignantes, à la toute fin de leur formation, en Suisse, ils postulent sur des établissements. Donc on dit, vous allez postuler sur un établissement, voici le discours de rentrée de la direction de cet établissement. Et ensuite, on leur donne du matériel et on leur dit comment vous prévoyez de faire cette leçon-là. Et on va regarder ce qu'ils proposent de mettre en œuvre, plutôt coopération. Hein. Et dernière chose, on a mesuré les valeurs perçues de leurs écoles avec des enseignants en poste. Donc à chaque fois, est-ce que vous voyez comment on a joué sur ces valeurs-là? Je vous schématise les résultats. Ah oui, alors avant, je vous fais quand même lire pour vous rendiez compte de ce qu'on a fait. Y a-t-il des directrices et directeurs d'école? Ok. Ça, c'est pour vous. Donc, quand on a activé affirmation de soi, cet établissement a les moyens matériels de développer des projets pédagogiques ambitieux afin d'atteindre... Alors, tout ce qui est en gras, c'est ce qui va changer
dans le deuxième discours, d'accord? Donc, projet pédagogique ambitieux afin d'atteindre son objectif, une école d'excellence prête à répondre aux besoins d'un monde en constante évolution. Afin d'accomplir cette mission, notre école s'appuie sur certaines valeurs fondamentales. Nous reconnaissons que les valeurs de la réussite personnelle, de l'ambition et du pouvoir sont essentielles au sein de notre établissement. Ce sont des valeurs qui régissent la mise en œuvre de notre programme et contribuent à maintenir une communauté compétente, à préserver une image positive assurant sa reconnaissance et la réussite des élèves méritants. C'est donc sur ces bases que s'inscrit notre école et qu'elle parvient à former des citoyens ambitieux, préparés à relever des défis personnels. Dépassement de soi, universalisme, bienveillance, je vous lis les choses en gras. Projet pédagogique basé sur l'entraide, une école tolérante, des valeurs d'égalité, de respect mutuel et de justice sociale, maintenir une communauté bienveillante, préserver un environnement harmonieux et solidaire, assurer l'épanouissement de chacun, former des citoyens honnêtes et loyaux. Et belle langue de bois, on dit rien, mais on a le même nombre de mots. Ok. Petit exercice politique. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est parfois, il y a des gens qui rient un peu jaune, en disant, notamment dans certains contextes, on dit, mais en fait, nous, c'est ce qu'on dit dans nos écoles. Ouais, et ben voilà, on y est. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ici, vous avez les valeurs personnelles des enseignants liées à la bienveillance, d'accord? Donc, plus ça va vers là, plus ils déclarent des valeurs sur bienveillance, universalisme élevées. Et on va le mettre en relation avec l'inclinaison envers la coopération. Lorsque on n'active rien, enfin on fait du neutre, ou lorsqu'on active des valeurs de bienveillance, d'universalisme, on retrouve effectivement, en vert ou en noir, que plus les enseignants ont des valeurs liées à la bienveillance et l'universalisme, plus ils vont avoir une inclinaison vers la coopération qui est positive. Ça fait sens pour vous? Ok. Jusque-là, pas de scoop. Dès qu'on active des valeurs liées au pouvoir et à la réussite, ça parasite. Ça veut dire que les valeurs, traduit en mots, les valeurs des enseignants-enseignantes, quand on active de manière contextuelle, même par l'intermédiaire de quelques lignes, des valeurs de pouvoir et d'affirmation, ces enseignants, ça ne va plus se transformer en pratique coopérative. Donc, oui, il y a une résistance idéologique à mettre en place ces éléments-là. Vous allez me dire, ouais, mais ça, bon, c'est un peu artificiel, vous avez manipulé. Ok. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir des enseignants en poste et on leur a demandé de remplir le questionnaire pour eux, quelles sont leurs valeurs. Et on leur a demandé de remplir le même questionnaire en disant « Et dans votre école, vous percevez quoi ?» Et là, vous allez avoir en vert ceux qui perçoivent que leur école est peu orientée sur de l'affirmation de soi, pouvoir réussite. Et en rouge, ceux qui perçoivent leur école est fortement orientée vers affirmation, pouvoir réussite. De nouveau, les valeurs personnelles des enseignantes liées à bienveillance universaliste sont positivement liées au pourcentage, à la quantité de travaux coopératifs qu'ils rapportent, alors que pour ceux et celles qui perçoivent que leur école est plus fortement orientée vers des valeurs de pouvoir-réussite, leur valeur n'a plus aucun lien avec leur pratique coopérative. Donc, on a bien effectivement une résistance idéologique par rapport à ça. Donc, on a des résistances idéologiques avec des valeurs contextuelles qui vont venir réduire la coopération, alors qu'ils ont un positionnement orienté positivement. Et le truc que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est effectivement au niveau des difficultés pratiques, on a tout un ensemble de travaux qui vont documenter effectivement que c'est aussi pas facile indépendamment de ces valeurs-là. D'accord ? Donc, on voit un certain nombre d'éléments. Ce qui est quand même assez encourageant, c'est que dans ces mêmes enquêtes et études, on voit que le soutien collégial, donc
le soutien, l'échange, les attitudes des collègues, les échanges, les discussions, la collaboration entre pairs, entre enseignants au sein d'un même établissement, c'est particulièrement un levier pour mettre en place de la coopération, et tout comme le soutien institutionnel, les attitudes, les comportements de la direction et l'articulation avec le projet d'école. D'accord ? Donc on a quand même des leviers, mais on voit effectivement avec ce tableau d'ensemble qu'on se retrouve dans quelque chose qui peut être assez en tension et qui pourrait expliquer ces décalages et le fait qu'on en a peu. Est-ce que ça fait sens pour vous ? Oui ? C'est la même chose. Celui-là, j'aurais pu vous le masquer. OK. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire un petit pas de côté et de se dire que si ça résiste, est-ce qu'on peut l'attaquer par la tangente ? Je ne sais pas si ça se comprend comme formulation. OK. Et quand on regarde la littérature, on va voir qu'on a certaines propositions qui sont introduites, notamment dans le courant de recherche Active Learning, où l'idée, c'est de trouver des moyens d'activer les apprenants au fur et à mesure d'un enseignement. Je vous fais voir quelques résultats et je vais vous demander, OK, c'est pas mal, mais qu'est-ce qui nous manque ? Comme ça, je vous active déjà sur la question que je vais vous poser. Donc, l'idée dans ces Active Learning, je vous appelle les mini-activités interactives. Et on va voir comment on passe des mini-activités interactives aux mini-structures coopératives. On introduit régulièrement ces activités interactives courtes dans un enseignement classique. Donc, un élément spécifique en lien avec le contenu enseigné lors d'une leçon qui est proposé à discuter à 2, à 3, à 4. OK. Qu'est-ce que ça donne ? Ici, vous voyez, c'est une étude où il y a 5 cours de 45 minutes qui sont délivrés à des étudiants en éducation. En noir, vous avez les performances des étudiants et étudiantes dans la condition où le cours de 45 minutes est fait en non-stop. En bleu, vous avez les performances d'élèves comparables, mais pour qui, dans ce cours de 45 minutes, il y a 3 fois 2 minutes de coupure. Donc tous les quarts d'heure, 2 minutes de coupure, en disant avec votre voisin voisine, clarifiez votre prise de notes. 2 minutes, OK, on repart. 15 minutes, 2 minutes, 15 minutes, 2 minutes. Ça fait sens pour vous ? Ce qu'on observe ici, c'est le nombre de faits correctement rappelés à la fin de chaque cours. Et ici, c'est 10 jours après le dernier cours, sur l'ensemble de ces 5 cours, un QCM sur l'ensemble des contenus. Ce qu'on observe dans cette étude, c'est que ces 3 fois 2 minutes augmentent les performances des étudiants et étudiantes. Étude à peu près similaire avec des étudiants en médecine, vous savez, ceux qui ont beaucoup de choses à apprendre. 3 coupures interactives de 2-3 minutes qui leur permettent de réviser leur prise de notes. De nouveau, ça augmente les performances sur ce qu'ils en retiennent. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est pour ça que je vous la mets, c'est qu'ils ont posé des questions aux étudiants. Parce que parfois, en disant « Ouais, mais moi j'ai des grands, ils vont dire que ce n'est pas des bébés. » OK, donc là, ce n'est pas des bébés. Et il y en a plus de 80% qui disent que ça les a aidés à mémoriser les contenus, ça a aidé leur compréhension, ça a facilité les interactions et ça leur donne des opportunités de réfléchir au contenu. OK, donc ils adhèrent plutôt à ça. Ça fait sens pour vous ? Qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai entendu quelqu'un parler, mais voilà, je n'ai pas entendu d'où ça venait. C'est facile à mettre en œuvre. C'est facile à mettre en œuvre, OK. C'est fastoche, un petit pas de côté, c'est faisable, OK. Quoi d'autre ? Ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Et les performances sont augmentées. OK, donc où est-ce que je mets mon curseur en disant, oh, bah, tiens, c'est comme nos 5 petites minutes hier, en disant, oh, bah, tiens, 2 fois 3 minutes, peut-être que ça vaut le coup de les mettre. OK. Quoi d'autre ? Ça sert aux deux. Ça sert aux deux personnes. Ah, alors,
Et ça, comme on le sait, ça sert aux deux personnes. Parce que l'échelle, enfin les talons, la différence entre l'expérience noire et l'expérience bleue, elle montre que tout le monde a progressé. Alors tout le monde, on ne sait pas, c'est une moyenne. C'est ça, c'est qu'en moyenne, ça a bénéficié aux étudiants, étudiantes qui ont participé à ces interactions-là. En termes d'efficacité, on a quelques informations. Excuse-moi. Oui. Est-ce qu'on a mesuré l'impact de la concentration, puisqu'on sait que la concentration sur 45 minutes est impossible, qu'il y a des micro-coupures, donc est-ce que c'est pas une interférence à... Alors, ça pourrait, mais je ne vais pas y répondre sous cette forme-là, je vous répondrai après. C'est-à-dire, est-ce que c'est juste le fait de faire une coupure? C'est possible, mais on a d'autres études où on voit qu'il y a un enchaînement de petites choses qui améliorent quand même. Mais là-dessus, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas. En tout cas, je n'ai pas creusé cet aspect particulier. Et pareil, du coup, le petit biais, ça peut être aussi le fait qu'on sait que l'enseignant va faire ces mini-coupures. Du coup, peut-être qu'au-delà, en effet, de la durée et de l'attention, Jean-Philippe là-dessus, il y a aussi le fait qu'on sait qu'on va travailler à deux et donc que chacun va devoir apporter sa pierre à l'édifice et que donc, en termes d'engagement actif dans l'écoute au moins, et il y a sûrement du positif là-dessus aussi. Ok. Donc, même si c'est finalement un artefact et c'est le fait de l'anticiper, pourquoi pas, moi je prends. Vous avez dit que chacun... Justement, on ne sait pas la nature du binôme en plus. Du coup, on ne sait pas à qui ça a profité. Ouais. Finalement. Moi, c'est ce qui me questionne, avec tout ce dont on a discuté hier, c'est OK, mais est-ce qu'on a une participation égale? Est-ce qu'on a une participation équitable? Si je vous dis 2 minutes, peut-être que moi, je vais prendre tout le temps pour moi, d'accord? Ou peut-être que je dis écoute, tu écris tellement bien, puis tu résumes tellement bien, vas-y, dis-moi, je t'écoute. OK. Et donc, si on repart à notre premier préambule du départ, moi, je me dis on a un truc pas mal. Mais, tant qu'à faire, on va jouer avec. Donc, on part de ça et on se dit, nous, on garde notre paire de lunettes sur nos élèves fragilisés. On veut arriver à donner un petit coup de pouce à ceux qui, spontanément, ne vont pas faire les choses. C'est fastoche. Qu'est-ce qu'on pourrait juste rajouter? Allez, 1 minute chacun. Ça ne mange pas de pain, ça. C'est facile à faire. Peut-être que ça peut être intéressant de ce côté-là. En tout cas, c'est pour moi ce qui m'amène à penser à ces mini-structures, c'est de se dire, on a des choses pas mal, mais peut-être qu'on peut faire un tout petit pas de plus en gardant ça en tête. C'est-à-dire que ça, on ne l'efface pas. Ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce que ça peut résister qu'on va l'enlever. C'est notre toile de fond. Autrement, vous ne seriez pas coltiné 2 heures hier dessus, plus tous les ateliers. Okay, donc c'est notre toile de fond, on le garde en tête et on se dit tiens, qu'est-ce qu'on peut aller proposer? Et je suis allée revisiter les propositions de Spencer Kagan que je connaissais, que j'avais vu, que j'ai suivi en formation. Je me disais mais non, ça paye pas de mythe, ça va pas au bout du bout, ça crée pas de l'apprentissage. Puis après il dit ouais, mais si mon truc qui crée de l'apprentissage ils le mettent pas en œuvre, ça crée pas non plus. D'accord? Donc je suis allée revisiter un peu ça et effectivement, et lui ce qu'il propose c'est il garde interdépendance positive, responsabilisation. Vous voyez que c'est individual accountability, que je continue et résiste à vous traduire par responsabilisation. D'accord? Et puis, il va proposer participation égale et interaction simultanée. Je dis, mais ça me plaît bien quand même. Quand on va regarder, il propose une combinaison d'éléments qui... Alors, c'est des structures toutes faites où il va proposer les acteurs, qui c'est qui fait. C'est des individus, des duos, des équipes, l'enseignant, la classe, des actions qui créent, qui lit, qui parle, qui pense, qui écrit, qui bouge, qui félicite et qui reçoit une personne en particulier, le ou la partenaire, un duo, les membres de l'équipe, la classe. OK. Donc, c'est quand même pas si mal, ça. OK. Et ce qu'on en a fait, du coup, avec ces mini-structures, c'est de se dire, on garde ce cadre-là. Je vous ai dit, la modélisation, pour moi, elle est importante. Au centre, c'est ce qu'on vise. On visait, avec la pédagogie coopérative, des interactions constructives, donc qui sont porteuses d'apprentissage. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'on va accepter
de réduire ce qu'on vise à des interactions simultanées avec une participation égale. Ça ne va peut-être pas au bout du bout, mais peut-être que déjà, c'est une manière d'engager les élèves. On garde nos 2 principes indispensables, interdépendance positive, responsabilisation individuelle. Et à votre avis, il y a quoi au-dessus ? Ouais. Qui ne fait toujours pas partie des principes de structuration, mais que je persévère, je suis un peu bornée parfois, c'est la minorité active, il faut être consistant. Je suis consistante parfois. Donc, mais effectivement, pour moi, travailler ce climat de classe, il est particulièrement important parce que c'est ce qui va permettre aussi aux élèves de pouvoir s'engager dans ces interactions en visant un but d'apprentissage pour tous et toutes. Donc du coup, on a commencé à aller travailler de ce côté-là pour se dire, très bien, on accepte de réduire nos interactions simultanées. Donc on avait des interactions au service des apprentissages. Peut-être qu'on va effectivement réduire à des interactions simultanées avec une participation égale, donc des élèves qui sont préparés et une structure pour l'interaction. Pour l'instant, ça reste encore un peu flou. Pour illustrer, je vous propose, normalement le son devrait marcher, une mise en œuvre. Puis si vous avez des questions en plus, vous avez la personne qui a fait cette mise en œuvre qui est au fond de la salle. Mais non, je ne t'ai pas dénoncé, Aude. Avec, et c'est effectivement, je vous parlerai après d'une formation qu'on met en œuvre sur l'Académie de Grenoble, et un certain nombre d'entre vous le savent parce qu'ils y participent, mais on demande à nos formateurs, dans la mesure du possible, de se former, enfin de se filmer avec 2 situations. Première situation avec une classe sans mini-structure. Deuxième situation, la même classe, les mêmes objectifs d'apprentissage avec mini-structure. Donc on va commencer par ce dont on a discuté hier. Première situation assez classique, questions-réponses en collectif. Je vous demande de regarder combien d'élèves s'expriment, combien de réponses, et ensuite mini-structure, et après on va formaliser ces étapes. Commentaires ? Ça demande un vrai lâcher-prise. Alors, à quel niveau ça demande à lâcher prise ? Le fait de ne pas contrôler les réponses, le fait d'accepter qu'il puisse y avoir des duos qui sont peut-être un tout petit peu hors sujet, le fait de ne pas entendre les réponses, le fait de ne pas avoir un feedback immédiat sur les réponses données de la part de l'enseignant. Alors, de la part des élèves, lâcher prise aussi de la part des élèves. Donc, je reviendrai là-dessus, sur un autre bout d'étude. Donc, ça demande un certain lâcher prise. On revient à ce que j'ai dit hier. Pour moi, ça dépend aussi où est-ce qu'on met le curseur. Parce qu'on peut le voir en disant « je perds du contrôle ». Et tout ce que vous allez dire, c'est « je n'ai pas accès, je ne sais pas de quoi il parle, je ne sais pas si tous les duos sont OK, je ne sais pas… En fait, en circulant, pour moi, on gagne aussi énormément de choses qui sont peut-être, pour moi en tout cas, plus faciles à interpréter que des visages, que des regards, pour pouvoir voir ce que vous auriez appris. Donc du coup, pour moi, je suis assez à l'aise avec ça en disant « c'est pas mieux, c'est pas pire ». C'est autre chose. Et à certains moments, ça peut être intéressant d'avoir cette autre chose, et à d'autres moments, pas. Donc du coup, ce n'est pas forcément tout le temps, mais voilà, à un certain moment, plutôt qu'avoir 2-3 réponses sur lesquelles on s'appuie, c'est de pouvoir avoir une vision plus globale. Puis alors en plus, bien sûr qu'on ne va pas forcément se promener toujours n'importe où. Bien sûr que de temps en temps, je fais semblant d'observer ce duo-là, mon oreille, elle est juste derrière. D'accord ? Donc, voilà, vous connaissez vos élèves, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Si on formalise, alors oui, si vous voulez approfondir, et vous connaissez tous
La lettre du passeur du Cézanne. Non. Moment pub. Je vous promets, j'ai aucun intérêt dedans. Mais, donc, le Cézanne, Conseil scientifique de l'éducation nationale, ok. Tous les mois, le Cézanne fait, en collaboration avec un ou une chercheuse, un numéro spécial dans la lettre du passeur sur une thématique à destination des enseignants et des enseignantes. Trop cool. Vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit et vous recevez ça sur votre boîte mail. Waouh! Celle de juin 2024 est sur la coopération et donc vous allez pouvoir y trouver un texte de synthèse en ligne, téléchargeable, qui va reprendre les effets des interactions entre élèves, pourquoi c'est important de structurer, comment s'y prendre. Bon, globalement, ce que je viens de vous dire, je l'ai écrit là-dedans, hein, en synthèse. Très bien. Vous y retrouvez des infographies, le modèle, vous y retrouvez les étapes des mini-structures dont on va parler avec des exemples de mise en œuvre, vous y retrouvez une infographie rigolote et vous y retrouvez des sketch notes qui vous donnent un exemple de 2 mini-structures. Cool. Et selon les numéros, vous avez un Fred explique. Ça parle à tout le monde, Fred? De C'est pas sorcier? Oui, ça s'appelle Fred explique, hein, donc je vous donne le sous-titre. Donc voilà, donc ça peut être assez intéressant d'aller voir de ce côté-là. Ok, c'est moment pub terminé. Si je formalise maintenant les étapes. Et le code couleur, ah, c'est ça que j'aurais dû faire. Ah ben non, je ne l'ai plus. J'aurais mis le poster autrement là, comme ça vous auriez eu le poster d'origine, mais vous l'avez dans vos livrets. Je vous propose, en même temps que je vous cause, d'ouvrir votre livret à la page 4. C'est sur le devant aussi, parfait. Donc, même pas vous avez besoin de l'ouvrir. Donc, première étape, pavé saumon, papaye, m'a-t-on dit à La Réunion. Le climat. D'accord? Pour moi, là, on est en train de regarder comment nos principes théoriques se déclinent en étapes concrètes. Notre climat, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'anticipe pour que ça soit facile pour chaque élève de s'engager dans l'activité. Le principe théorique, j'insiste, le principe théorique, c'est des élèves confortables et en sécurité. Qu'est-ce que je fais pour permettre à mes élèves de se préparer avant d'interagir? C'est-à-dire se préparer, c'est à la fois au niveau cognitif, qu'ils soient outillés, étayés, qu'ils puissent dire quelque chose, d'accord, sur le contenu, mais aussi social, qu'ils soient à l'aise, qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils soient en confort pour le faire à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que je fais pour qu'ils puissent se préparer, se sentir en sécurité, à l'aise, prêts à partager? Vous connaissez vos élèves, vous les outillez tous, mais également certains de manière plus spécifique, d'accord? Là, qu'est-ce qui a été fait dans la vidéo? Ou qu'est-ce que vous avez vécu hier? La réflexion individuelle. Donc c'est pour ça que je vous invite en même temps, mais vous allez le retravailler cet après-midi, donc ne commencez pas à partir dans la lecture, mais je fais juste un point de vigilance. Page 9, vous avez le modèle. Il est important parce que dans ce que vous allez voir cet après-midi, vous allez jouer avec des mini-structures pour ouvrir le champ des possibles. C'est que des exemples basiques, bateaux, que vous allez voir, mais vous allez voir aussi la manière dont d'autres enseignants s'en sont emparés. Le principe théorique, ce n'est pas un temps de réflexion individuelle. C'est les exemples qu'on a pris. Allez donner un temps de réflexion individuelle à des petites sections, vous allez voir ce que ça donne. Donc le principe, c'est je prépare les élèves pour qu'ils soient confortables. Dans la réalisation concrète, j'adapte à mon contexte, à qui j'ai en face de moi. D'accord ? Donc on vous a mis quelques éléments basiques bateau aussi pour décliner, mais juste pour bien penser, c'est pas parce que dans les exemples qu'on vous montre, c'est un temps individuel que le principe, c'est un temps individuel. Le principe, c'est notre climat, sécurité, confort. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour que chacun participe ? Alors, je vous l'ai mis en vert parce que c'est le temps d'interaction, mais on est d'accord qu'il va être coloré d'interdépendance et de responsabilisation, mais mis de manière light. D'accord ? Ça veut dire que
j'explicite l'objectif d'apprentissage. Ça, c'est l'indispensable de tout, hein. S'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, il y a peu de chances qu'ils le fassent bien ensemble. Et ensuite, je vais structurer les interactions entre élèves minimalement. Si je veux que ça devienne une routine, que ça soit court, que je puisse le faire régulièrement, minimalement. Qui fait quoi, quand? Le comment, je vous le mets à part, parce que pour moi, le comment, il est travaillé dans l'étape 1. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on va aller retravailler ces éléments. Au départ, j'avais mis que cette étape-là dans la 2, et en fait, je me dis, je suis en train de louper la raison pour laquelle moi je le fais. Parce qu'effectivement, on peut avoir des craintes de lâcher prise, de perte de contrôle. En fait, pour moi, si je le fais, c'est pour gagner des informations. Et en fait, je me suis aperçue que l'avantage que j'y trouvais, encore plus que les interactions à ce moment-là entre les élèves, c'est tout ce que ça me permettait de réguler dans des grands groupes. Dans des grands groupes, je ne pourrais jamais savoir ce qui se passe. Par contre, quand ils sont en interaction, que je me faufile dans les rangées, « Eh madame, il y a des questions » ou j'entends des choses. Je réponds, pourquoi pas, à ces questions, mais ensuite, je le ramène dans le collectif. Et ça, pour moi, ça me permet de travailler le climat d'erreur, pour de vrai. On revient en disant « Ah super, merci, vous m'avez demandé, ça c'est génial, parce que je ne me suis pas aperçue que ce n'était pas clair. » Et vous voyez, en fait, dans la tête des élèves... C'est génial quand je pose une question. Ok. C'est oh, j'ai entendu ça, je n'avais pas compris que là-dessus, c'était un point difficile, on va le reprendre. Ou vous passez en disant oh, c'est génial, vous êtes d'accord de le dire? La personne dit oui, vous lui donnez la parole, la personne dit non, je peux le dire. En principe, elle dit oui, vous le dites. Et vous voyez, c'est imperceptible, mais tout, il y a un petit truc comme ça, la personne qui. Donc, on est en train de travailler le climat aussi avec tout ce qu'on fait. Donc, on circule, on écoute, on prend des informations dans une visée formative, on régule l'activité pour favoriser l'inclusion de toutes et de tous. On va aller chercher les élèves. Quand il y a des trucs intéressants qu'on voit que ce n'est pas entendu, on va aller soutenir, on va aller valoriser. Donc, on peut faire tout un tas de choses que si je reste devant, je ne peux pas faire. Donc, du coup, cette étape, pour moi, elle est vraiment primordiale. Et après, dernière étape, retour en collectif si nécessaire. Alors j'ai des collègues didacticiens qui disent « Quoi ?» Ben oui, parce qu'en fait, si vous le faites régulièrement, ben, c'est assez humain. Vos élèves, ce qu'ils risquent de faire, c'est mettre leur cerveau en route au moment où vous faites le retour en collectif. Et on a certaines vidéos assez chouettes où on voit l'enseignante donne les consignes, puis il y a une élève qui dit « Dites madame, il y aura un retour en collectif ?» Et l'enseignante, elle dit « Eh oui !» avec un grand sourire. Et on voit, c'est « Ok, ben je vais m'y mettre. » Donc, vous prenez des informations, vous voyez, ou là, vous pouvez faire des caouts papi-mamie. C'est-à-dire sans, oui, des caouts papi-mamie, c'est-à-dire sans la musique, sans le score, sans... Ok, vous faites un petit retour formatif avec 2-3 questions, ils peuvent même voter à main levée pour voir si c'est ok pour tout le monde. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir tout entendu, c'est pas clair ce que je viens de vous dire. Merci de froncement de sourcils. Vous venez de le faire discuter de certains éléments, notamment vous choisissez les choses un peu plus compliquées parce que c'est là où ils ont besoin de discuter. Vous voulez vous assurer que c'est OK pour tout le monde. Vous posez une question avec plusieurs options qui vous permettent de savoir comment ils se situent. Vous les faites voter tous ensemble. Ça vous permet de voir si tout le monde est OK ou s'il y a besoin de reprendre des choses. Donc parfois, moi, mon retour collectif, il peut aussi, si je ne suis pas arrivée à passer dans tous les groupes parce que je suis passée suffisamment de temps sur un groupe, je me dis, tiens, je vais juste vérifier pour voir s'il y a besoin qu'on y revienne en collectif. Et demander c'est OK pour tout le monde, ce n'est pas toujours suffisant. D'accord ? Donc si nécessaire, on décide si ce temps d'échange est nécessaire avec des retours qui responsabilisent les élèves, valorisent leurs apports et intègrent des informations recueillies lors de ces interactions. Donc là, de nouveau, on a notre climat, on a ces différents éléments. Alors, bien sûr que si... Ah oui, je vous l'ai mis avec les pictos. Oui, y a-t-il des daltoniens, daltoniennes dans la salle? J'aurais pu le demander avant. Non, ok. Donc, il y a des versions avec pictos pour suivre le code couleur. Si on veut s'amuser à retracer tous les principes, on peut. Ils sont en toile de fond. Mais si on veut le réinjecter à chaque fois, on rebascule sur les choses complexes qu'on ne va pas faire. Donc, on accepte cette simplification. Pour moi, ça fait partie du jeu, en se disant que, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on a fait une mini-structure que ça va changer quoi que ce soit.
l'idée, c'est que ça devienne facile pour qu'on puisse le faire régulièrement, que ça devienne des routines. Et c'est ces routines-là qui vont modifier le climat, modifier l'engagement des élèves et amener un changement sur les apprentissages. D'accord ? Donc, c'est important de pouvoir se dire qu'on accepte de ne pas tout faire. Dans les ateliers, vous allez aller voir une vidéo qui va vous permettre d'illustrer un certain nombre de ces principes, et notamment, j'adore comment Valérie Van Hache fait le retour en collectif pour valoriser les efforts et responsabiliser les élèves. Quelques éléments avant de conclure sur ça paye. Enfin, je vais le faire autrement. Je me suis arrêtée dans ma phrase. Non, alors je vais la faire quand même. C'est-à-dire, ça paye pas de mine. Après, je pourrais leur demander si ça paye pas de mine avant de le dire. Pour moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça paye pas de mine. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est faisable finalement. Alors, il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai certaines enseignantes qui me disent, mais finalement, je ne le fais pas en 5 minutes parce que le temps de préparation, nanana. Donc, finalement, le mini, au départ, moi, j'ai appelé ça mini pour dire, c'est un temps court. Et finalement, en réfléchissant, je me dis, mais c'est peut-être pas tant ça, mon mini. C'est le minimum des principes de pédagogie coopérative que je garde sous le bras pour que ces interactions soient quand même porteuses de quelque chose. On peut le prendre comme on veut. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça donne ? Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément beaucoup d'études très rigoureuses. On a un faisceau d'informations, de témoignages qui vont dans un sens. Ici, vous avez des évaluations standardisées dans un système américain. Je vous ai mis les équivalents, donc fin de primaire, début de secondaire, avant l'introduction des mini-structures et après. D'un autre côté, si un établissement introduit les mini-structures, c'est qu'il y a peut-être tout un temps de réflexion aussi. Donc, ce n'est pas que l'impact des mini-structures. Ça peut y contribuer, mais on voit que, tiens, il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Pareil en maths, c'est pas magique. Regardez, équivalent 6e, ça bouge pas, donc c'est pas magique. Mais on a un certain nombre de choses qui nous fait dire que cette récurrence-là, elle pourrait être intéressante pour les apprentissages. Ça peut stimuler, il peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant, et je trouve que pour embarquer des enseignants, c'est bien de l'avoir en tête. Si on regarde à l'échelle d'un établissement, on voit que très rapidement, au fur et à mesure de l'introduction des mini-structures, semaine 1 jusqu'à semaine 6, il y a une baisse des comportements problématiques. Sur du long terme, plus durablement, cette baisse continue au bout de 3 années de structure et on voit en parallèle qu'il y a une augmentation des comportements positifs, avec moins d'élèves isolés, moins de temps rapporté par les élèves à gérer de la discipline, enfin de la discipline... Pourquoi on utilise ce terme-là en France ? Vous avez compris ? Des problèmes de comportement. Voilà. Quand les mini-structures travaillent directement le problème du comportement ou Non. Quand on met en place les mini-structures. Oui. Merci de poser la question. Voilà, c'est un des effets qui se coulent. Okay. Maintenant, pour répondre à votre question, alors indirectement, mais j'aime beaucoup cette étude parce que celle-là, elle est rigoureuse, on peut se dire ce qui se passe à ce moment-là. Au sein des mêmes classes, ils ont comparé 3 modalités différentes. Première modalité, c'est la ligne du dessus, classique. L'enseignante pose une question et les élèves... Ah, je suis trop petite. Et les élèves qui sont volontaires lèvent la main pour répondre. Une situation. Une autre situation, l'enseignante pose une question, les élèves ont un temps de réflexion. Donc, est-ce que c'est de l'activation ? Ça pourrait répondre à ça. Et ensuite, ceux qui veulent lèvent la main. Troisième situation, mini-structure, réfléchir, échanger, une minute l'un, une minute l'autre, partager. D'accord ? Ce qui est intéressant ici, c'est que les résultats... Alors en plus, oui, il y a un questionnaire ici qui nous permet de savoir un petit peu comment les élèves l'ont ressenti. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de nombre de mains levées, qu'on leur laisse un temps de réflexion individuelle ou pas, c'est la même chose. En revanche, quand on fait la mini-structure, je réfléchis, j'échange avec un partenaire et ensuite je vois si je lève la main, ça augmente le nombre de mains levées,
y compris pour les élèves timides, jusqu'à 1,7 fois plus de mains levées. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'il y a moins d'anxiété rapportée dans cette situation-là que dans les autres. Et ce qui est intéressant, c'est quand on demande aux élèves pourquoi ils ont levé ou pas la main. Non seulement ils sont plus à lever la main, mais il y en a un certain nombre qui disent « j'ai pas besoin de la validation de l'enseignant-enseignante, j'ai déjà vu avec mon partenaire ». Par rapport à la question de l'enseignant ne valide pas, je trouve qu'en termes de sentiment d'autonomie, c'est assez chouette, d'accord ? Donc, voilà, une étude qui me permet de me dire que sur la question de la participation en classe, peut-être que ça peut changer les choses, et on voit bien que ce n'est pas en le faisant forcément une fois, c'est au fur et à mesure, et c'est tout ce qu'on va en faire. À chaque fois qu'on va accueillir ce qu'on entend aussi, oui, parce que s'ils font ça et que disent, ben non, c'est pas ça la réponse, c'est sûr que ça ne va pas hyper bien marcher. Dans les consignes aussi, pour moi, c'est vraiment dans le détail que se cache la magie. Moi, je leur demande de quoi vous avez discuté. Ce n'est pas quelle est votre réponse, quelle est la bonne réponse, c'est de quoi vous avez discuté. Et la réponse en est complètement perdue, elle est aussi intéressante. Et je dis, génial, c'est maintenant qu'il faut le dire parce qu'on va le retravailler. Sinon, c'est tout seul à la maison, vous ne le ferez pas. Donc du coup, ça permet pour moi vraiment de travailler un certain nombre de choses. Et ce qu'on essaye de faire actuellement donc dans l'Académie de Grenoble, grâce à tout ce contexte aussi que permet Pégase d'articulation, recherche, formation, terrain, c'est effectivement, on a, vous les reconnaissez parce que vous les avez presque tous. Valérie arrive ce soir, donc vous les aurez tous, nos 4 formateurs que vous avez sur la gauche. Je les appelle des F3 parce que c'est ceux avec qui on a co-construit la formation suite à la CIP de 2023. On a co-construit une formation, Coop Minimax. Certains ont participé. Bon, peu importe le nom. J'ai dit Coop Minimax. Mais certains ont participé, certains ont même prolongé. Donc, on a co-construit la formation qui a permis de former des formateurs. Certaines sont là aussi aujourd'hui. Et permis de commencer à nous poser la question de cette évaluation en cascade. On a une formation qui est conçue, qui forme des formateurs qui vont ensuite former des stagiaires en établissement. Donc, évaluation de la formation en cascade et la question en quoi la mise en œuvre de mini-structures par les formateurs-formatrices contribue à améliorer le climat de classe et les compétences psychosociales rapportées par leurs élèves. Pour l'instant, on en est à cette étape-là. On est en train de travailler sur les résultats. Ils ont formé des enseignants, donc les F1, du secondaire 1 et 2 inscrits aux formations en établissement. Et vous allez me dire, pourquoi vous n'avez pas regardé sur les élèves des stagiaires ? Parce que commencer avant même une formation en disant « Bonjour, avant que vous participiez à la formation, vous ne nous connaissez pas, vous allez faire remplir des formulaires de consentement à vos élèves, les récupérer, faire remplir des questionnaires à vos élèves parce qu'on voudrait savoir ce que ça fait bouger chez eux la formation. » Le climat de confiance, il n'est encore pas instauré, c'est compliqué. En revanche, parmi les personnes qui ont participé à ces FIT la première année, actuellement, certains d'entre vous participent à l'année N+1, une formation approfondie financée par Pégase, qui permet, pour ceux qui l'ont souhaité, de s'engager dans un protocole de recherche et de prendre des informations élèves avant-après. Donc on verra au bout d'un an ce que ça donne chez les élèves. Et du coup, ça permet, si vous voulez aller creuser aussi les retours, les témoignages de nos F3, de nos super F3, vous avez effectivement dans un article des propositions d'exemples de mini-structures qui sont proposées par ces formateurs et également eux ce qu'ils y voient. Ce qu'ils y voient comme avantage côté enseignant, soutenir les élèves aux compétences plus fragiles, donner accès aux représentations des élèves pour mieux réguler les apprentissages, engager les élèves, travailler le climat d'erreur et des avantages côté élèves en termes d'expression, de levier pour les apprentissages et de climat de classe. Donc c'est leur témoignage par rapport à leur expérience et leur mise en œuvre.